c'est bon, on arrive. Bonjour, monsieur Dahmani. واش راك؟ راهم كيتسلب؟ لاباس؟ بيان؟ الحمد لله. اوكي. Bonjour, monsieur Dahmani. راهم كيتسلب؟ صافا؟ لاباس؟ اقلق. Merci de nous avoir accueillis chez vous. C'est avec plaisir. Merci. C'est pour faire découvrir le patrimoine. Bah oui, je vois que c'est la caverne d'Ali Baba ici. J'aurais aimé le partager depuis de très nombreuses années. L'occasion ne s'est pas présentée. Nous allons utiliser les moyens audiovisuels pour le faire connaître, pour le faire partager avec vos téléspectateurs, avec nos concitoyens. Ici, si l'on peut dire, c'est la maison de la poterie. Essentiellement. Combien de pièces? Une quarantaine de millions environ. À peu près. Nous sommes 3 collectionneurs ici à Tijoux. Disons que je me situe en tête de ces 3 collectionneurs. Depuis très très longtemps, mon jeune âge, pratiquement depuis l'âge de 10 ans, j'avais trouvé déjà chez mes parents quelques pièces. Mon père n'était pas un grand collectionneur, c'était maman qui avait commencé une petite collection. Mon père, c'était davantage les bijoux. Arrivé à Paris, j'ai trouvé de très belles pièces au musée du Trocadéro. Et je me suis dit, comment se fait-il que les Européens portent un grand intérêt à notre production artisanale, esthétique, artistique et patrimoniale, et pas nous. Je ne connaissais pas encore le Bardo d'Alger, le musée d'Alger. Et depuis que je suis revenu, cela fait à peu près 37 ans, 38 ans, je me suis mis sérieusement, pratiquement tous les week-ends, toutes les vacances, à collectionner à travers les 3 grandes régions de la Kabylie. Le Djurdjura, les Babors et les Bibans. Coupé. Pas du pays, de la Kabylie. Je me suis contenté de la Kabylie parce que je n'ai pas suffisamment d'espace. Si la Oulaya ou si le ministère de la Culture avait mis à notre disposition un grand hangar, croyez-moi que j'aurais ramené peut-être 2 fois plus. Exemple, vous voyez cette locomobile, il y a une deuxième qui m'attend. Celle-ci est française, la deuxième est britannique. D'accord. Et j'imagine que chaque région est différente par rapport à l'autre dans la... Tout à fait, tout à fait. Entre les villages, entre les tribus, entre les régions, parfois même entre les potières. Parfois même entre la transition d'une tribu à une autre ou d'un village à un autre, il y a une différence. Par exemple? Exemple, nous pouvons commencer par les Babors, du côté de Derguinar, Harata, Aoukas, Tichy. Vous voyez ceci, de l'engobe blanche, du noir, et puis de temps en temps un peu de rouge. C'est très symbolique. Si vous voulez, tout à l'heure, nous parlerons de l'érotisme des femmes kabyles. Un deuxième modèle, excusez-moi, vous avez celui-ci, alors des Babors, nous passons au Biban, Al-Biban, de Bouira jusqu'à pratiquement à la limite administrative avec Borj-Bouharidj. Nous avons ce type-là, beaucoup de jaune, beaucoup de noir, et très significatif aussi. Là, c'est essentiellement végétaux. Il n'y a que des végétaux qui sont représentés ici. Quelles sont les spécificités de la poterie kabyle par rapport à la matière? Les dessins décoratifs. Les dessins décoratifs. Donc, en plus des dessins décoratifs, vous avez les formes et l'esthétique. Exemple, ce type de jarre, elles sont spécifiques à une région, à une très grande tribu, c'est celle de Ziflissé-Noumelil, c'est celle de Tizernif. Et puis vous avez d'autres jarres qui appartiennent à d'autres tribus. Même les anses sont spécifiques à certaines tribus. Les unes sont verticales, d'autres horizontales. Je le dirai quand? Vous dites maintenant? Oui, allez-y. Oui. Toujours des formes variées. Oui.
D'accord. Voilà. Donc nous avons plusieurs formes variées aussi. Plusieurs styles. Plusieurs styles et puis. La fonction est la même. Hein. Exactement. C'est pour les liquides. Exemple, vous avez tout ce qui est argile cuite, c'est pour les liquides. L'eau ou bien l'huile. Mais la poterie, au fait, les objets de poterie en général sont destinés à plusieurs fonctions. Ah oui, oui. Exemple, la poterie crue, que nous verrons tout à l'heure, elle est destinée à recevoir soit des figues sèches ou bien des céréales. Ça, c'est pour les ustensiles de cuisine. Il y a aussi pour Oui. la construction des tuiles. Là. Les tuiles. Oui. Alors, chaque tribu possédait un four de cuisson qui produisait leurs tuiles. Et chaque tuile portait un sceau distinctif des autres tribus. Vous avez autant de sceaux, de tuiles que de villages ici. Le tremblement de terre de 2003, malheureusement, m'a cassé une bonne partie. Oui, il faut les protéger, les préserver. Si j'avais un musée. On en parlera tout à l'heure. Merci. Excusez-moi. Venez, venez s'il vous plaît. Alors, j'ai une vingtaine de variétés de figues fraîches dans ce jardin. J'ai commencé aussi à collectionner des figuiers. C'est un arbre bien particulier de la Méditerranée. Alors ici, vous avez les jarres à huile. Pourquoi vous les avez Ben, pour qu'elles ne se remplissent pas d'eau et pour qu'elles ne s'altèrent pas rapidement. Déjà ici, pratiquement, on a perdu l'essentiel de ce que l'on aurait dû sauvegarder pour les musées. Alors il y avait une couche d'1 centimètre d'huile d'olive. La dame, par exemple, prélevait de l'huile, il y a toujours quelques gouttes qui tombaient. Oui. Et puis elles s'accumulaient. Sur la jarre. Sur la jarre, ça. oui, presque 1 centimètre. Et avec l'eau, la pluie, la neige. Par là, Oui. on va marcher. Ah d'accord, ensemble, oui. Voilà. Oui, oui, oui. Vous vous arrêtez là, juste quelques pas, c'est tout. Oui. Quelques pas, moi je bouge et vous me regardez. Alors qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce que vous allez me poser? Quoi? La question sur l'histoire des genres. Oui. Voilà. Ok. Alors, vous vous tournez. Vous marchez juste. Je vois qu'il y a encore des traces d'huile sur les jarres. Oui, c'est exact. C'est dommage que les intempéries ont tout délavé. Sinon, j'avais pratiquement 1 centimètre d'huile séchée par-dessus. Et il faut dire aussi, pardon, il faut dire aussi que ce n'est pas spécifique à la Kabylie. Hein, ça existe depuis 3000 années. C'est un symbole de la Méditerranée. Oui, de la jarre. Phénicie, tout à fait. Alors, s'il vous plaît, je vous invite à l'intérieur maintenant pour découvrir d'autres merveilles. Ok. Venez. Merci. Ok, c'est un couscoussier. Le moyen nzit, hein? D'accord. Ok, c'est un ustensile qui permettait aux paysannes de fouler les petites quantités d'olives qu'elles ramassaient. Quand quelqu'un avait 2 ou 3 oliviers, il ne pouvait pas se permettre un déplacement sur une huilerie. Il préférait les fouler, les écraser là-dedans. Et ça s'appelle comment? Le verka en kabyle. Et une fois qu'elles sont écrasées, foulées, qui permettait à la paysanne de fouler, d'écraser ses olives lorsqu'elle avait une petite quantité, 2 ou 3 oliviers. Quand quelqu'un avait une grosse quantité, évidemment, il prenait ça dans une huilerie. Une fois que les olives sont écrasées, on prenait la masse, on la mettait à l'intérieur de ce grand couscoussier. On la laissait s'égoutter et au-dessous du couscoussier, on plaçait cette pièce-là pour recevoir l'huile. Et ces 3 instruments étaient fixés dans un coin de la vieille maison kabyle. Parfait.
Et avec l'huile d'olive aussi, les femmes en fait fabriquaient et produisaient autre chose que de l'huile, oui, domestique. Et elles en produisent encore du savon dit kabyle traditionnel à base des ersatz, des restes de l'huile. Exemple, c'est une vieille paysanne qui me l'a offert, d'une capacité d'une dizaine de litres. On a à peu près 7 à 8 litres d'huile, de reste d'huile. On a 1 litre et demi d'eau tiède et un peu de soude, à peu près 1 kilo de soude, et on obtient une dizaine de kilogrammes 24 heures après, 36 heures après. Elles obtenaient, se solidifier, comme ce morceau que vous avez entre les mains. Et elles obtenaient une dizaine de kilogrammes de savon. Qu'elle utilisait pour laver le linge, essentiellement le linge. Bon, pour les familles relativement pauvres, elle l'utilisait aussi comme savon de toilette. D'accord. Et les femmes aussi étaient créatives. Je vois aussi qu'elles créaient des couvercles et que chaque région fit à laver ses formes. Ah oui, effectivement, vous avez bien raison de le signaler. Exemple, voilà un modèle de couvercle. Un deuxième modèle de couvercle. Un troisième modèle de couvercle. Ça, c'est à base de liège. À base de liège ou de bois. Ça dépend. Des tabourets en liège. Les régions forestières s'étaient spécialisées dans la production d'ustensiles domestiques en liège ou en bois. Ils n'avaient pas suffisamment d'argile pour s'adonner à l'artisanat de l'argile, à la production de biens d'argile. Il existe des couvercles justement en argile. Ah oui, ici, voilà par exemple, je vais vous en montrer. Celui-ci est en argile. Je suis très jaloux parce qu'il y a quelques années de cela, le musée de Lyon avait organisé une grande exposition qui portait sur les couvercles, seulement les couvercles. Et je me demande pourquoi nous ne sommes pas capables d'organiser une exposition qui porterait que sur ça, que sur les couvercles. J'espère que l'occasion... Il y aura une occasion pour se présentera pour le faire. J'ai un échauffé ici, je pense que c'est celui-là que j'ai ramené des ouadia. Mais les ouadia Djurdjura, avec des signes décoratifs uniques. Ça y est? On va alors à l'intérieur. Oui. Bon, je vous invite à visiter l'intérieur de la maison. D'accord. Où l'essentiel de la collection y est. Contre le mauvais œil. Et ça, c'est contre les serpents. Comme ça, les serpents ne rentrent pas. Parce que les serpents n'aiment pas cette plante. D'accord. En tout cas, ici, il faut faire attention, sinon on risque de casser des objets. Hein. Non, puisqu'il est seul. On n'a pas besoin de queue. Tantôt, ils sont représentés sous forme de décoration dans les plats, ou parfois même sur les grands silos que vous avez par exemple derrière moi. La tortue peut signifier, sous forme de message, de la belle-fille à à sa maman, pas à la belle-mère, à sa maman, que tout va bien. La tortue est calme, elle se déplace lentement, mais par contre un scorpion, certains anthropologues, certains ethnologues l'ont interprété ainsi, le couple va mal, il y a quelque chose qui ne va pas. D'autres motifs qui sont très expressifs, visuels, très érotiques. Les potières, les céramistes kabyles étaient très érotiques. Bien évidemment, aucune dame ne se permettrait de vous donner cette explication. Pour visualiser quelques éléments de superstition, nous pouvons utiliser les objets que je vous ai préparés. Exemple, comme celui-ci, le serpent, c'est le gardien de la maison. Il est pratiquement universel, c'est le protecteur de la maison. Généralement, c'est une couleuvre, c'est pour cela que l'on retrouve 2-3 couleurs. Lorsqu'il est lové de cette façon-là, ça signifie
qu'il protège la cellule familiale qui est au centre. Et personne n'ose tuer une couleuvre qui tomberait du toit. On la laisserait partir. Sinon, ça porterait malheur à la maison. Vous avez ici une salamandre terrestre. Les Kabyles disent qu'elle tombe du ciel à partir du mois de décembre avec les premières pluies hivernales. Bien évidemment, on sait que maintenant, c'est un batracien qui vit sous terre. Il ressort en décembre-janvier pour copuler, se reproduire et puis disparaît 2-3 mois après. Les potières kabyles, les abouagines, les spécialistes, pour initier leurs filles, 9 ans, 10 ans, 11 ans, leur font lécher 7 fois. Elle est un peu visqueuse, mais pour devenir une spécialiste de la poterie, c'est-à-dire une excellente décoratrice comme tous ces objets-là que vous voyez, elle doit la lécher 7 fois de la queue jusqu'à la tête. Alors, ne me dites pas si ça fonctionne ou non. Nous n'avons pas pu réaliser d'expérience. Voilà, beaucoup de femmes ont recours à ces pratiques. Derrière vous, les symboles animaliers sont souvent présents dans les objets de poterie. Et on retrouve le serpent, toujours présent. Oui, pas n'importe quel animal. Hein. Oui. Essentiellement, le serpent, la perdrix, et puis la tortue dont je vous parlais, ou le scorpion. La perdrix, c'est le symbole de la féminité, de la beauté des femmes kabyles. Lorsqu'on veut dire, on n'osait pas le dire, on était si timide, on était si réservé, que nous n'osions pas dire, même pas à sa femme, que vous êtes aussi belle qu'une perdrix. C'est le symbole de la féminité. La virilité est symbolisée par le serpent, le signe de la fertilité. Et ici, vous avez 2 cruches que les jeunes mariés kabyles prenaient à la fontaine pour les remplir d'eau. Et quelle est la signification de l'union de ces 2 cruches-là? Ici, c'est exceptionnel. En général, elles sont distinctes l'une de l'autre. Et j'ai vu chez mon ami Hawshin Belkacem, l'une représentant de façon anthropomorphique le garçon, l'homme, et l'autre, la femme. Mais généralement, elle les porte distinctement. Elle va à la fontaine les remplir. Mais c'est très symbolique aussi parce que la dame a 2 seins, a 2 mamelles, et en les remplissant d'eau, c'est un symbole de fertilité pour avoir du lait, pour pouvoir allaiter sa progéniture. On remarque justement à travers ces formes-là que ce sont des formes féminines qui ressemblent souvent ou qui ont une liaison, en fait. Ça s'apparente à la morphologie féminine. Ah oui, même les hierophants, même les silos, les silos sont pratiquement, souvent plutôt, anthropomorphiques. Vous avez les chandeliers qui ont une forme anthropomorphique. Malheureusement, ils sont un peu éloignés de moi, mais si vous observez bien la forme, vous avez la partie inférieure, c'est les pieds. Oui. Tharment, le ventre. En plus de ceci, vous avez d'autres formes anthropomorphiques. Exemple, s'il vous plaît, si vous pouvez me passer la vieille lampe à huile. Ça, c'est tout à fait au départ. Hein. Cela remonte au néolithique. Voilà une forme, évidemment, hein, il faut s'entraîner pour découvrir sa forme anthropomorphique. vous avez le tronc de l'humain, vous avez les ailes, la tête et le nez. Plus perfectionné, depuis environ 2 à 3 siècles, les chandeliers modernes. Si vous voulez bien me passer celui-ci. Alors celui-ci est complet et beaucoup plus expressif que celui-là. Mais il est plus érotique que le précédent. Donc vous avez les piédestals, le ventre avec le nombril, la poitrine, les oreilles, les yeux, la tête. Ce n'est pas tout à fait la tête parce qu'aucune potière ne vous dirait sa signification exacte. C'est l'élément viril, masculin. Et puis vous avez les 2 portes, maintenant on place des bougies, hein,
l'huile d'olive pour éclairer. C'est aussi le symbole de la fertilité. Durant certaines occasions, exemple la circoncision, les fiançailles ou les mariages, on ne place pas des bougies, hein. On place 2 œufs et qui symbolisent les 2 éléments virils du garçon. Et ça complète l'élément principal. C'est la fertilité qui est toute symbolisée dans ce chandelier. Donc pour un néophyte, quelqu'un qui ne l'a jamais interprété, les dames ne vous donneront jamais ces explications. Hein. D'autant plus que la fertilité était toujours un souci bien présent dans les sociétés kabyles d'autrefois. Oui, mais qui reste tabou. On n'en parle pas au sein de la famille, même entre personnes, entre individus. Il ne faut pas trop exagérer, pardon, parce que certains ethnographes, certains anthropologues ont tendance à extrapoler un peu trop sur la signification des dessins décoratifs. Je vous le disais tout à l'heure, effectivement, certains dessins peuvent être interprétés. Hein. C'est des messages de la bru à sa maman ou vice-versa. Si sa maman est une excellente potière, elle pourrait, elle aussi, lui envoyer des messages. Mais ce n'est pas un code universel. C'est très tribal, c'est très familier et c'est très répétitif aussi. Donc quelqu'un qui sait lire ça, on peut décoder le message de la bru ou de la maman à sa fille, on peut le décoder relativement facilement. Oui, par exemple, vous avez le serpent. Tout à l'heure, on disait que c'était le protecteur de la maison, le protecteur de la famille. Là aussi, c'est un symbole de la virilité. Il se peut que la fille dise à sa maman, tout va bien, qu'elle est satisfaite. Un autre symbole, très expressif, très érotique aussi. Je suis désolé pour les puritains, mais c'est la réalité. Vous avez deux organes, masculins et féminins, qui signifient là aussi tout va bien, avec une, ça c'est relativement récent, hein, voilà, avec une poire au milieu ou une pomme au milieu, que tout va bien. Comment on arrive à décoder en fait ces symboles? C'est une question d'habitude, c'est une question aussi, lorsqu'on discute avec certaines personnes relativement entraînées, qui ont répété des dizaines de fois, des centaines de fois ces dessins arrivent à les interpréter de façon rationnelle, tout en gardant la symbolique. Certains symboles aussi ont juste une fonction décorative, comme on le retrouve dans les écouphènes. Certains les ont, certains non. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi? Certaines tribus, effectivement, décorent très bien leurs écouphènes. Exemple les Ouadia, exemple les Tessi, Benedouala. D'autres, non. Des silos totalement nus. Explication. Vous avez ici un système décoratif complexe, il n'est pas du tout géométrique. Ça vient des Ouadia. Hein. Vous avez un soleil, une lune, une étoile, et puis quelques dessins érotiques, et vous avez un organe érotique, le plus expressif du monde. Alors si vous le voulez bien maintenant, nous allons descendre au rez-de-chaussée pour vous montrer d'autres fonctions des poteries que je possède ici. D'accord, avec plaisir. Allez-y. C'est bon, ceci est une salamandre terrestre. Elle n'est pas étoilée, bien évidemment. Elle a deux couleurs principales, le noir et le jaune. Et ces deux couleurs sont répétées, sont reproduites pratiquement dans toutes les poteries de la Kabylie, de la petite ou de la grande Kabylie. Donne 2 minutes. 4 pattes, une queue, une tête. Avec un ventre blanchâtre. Et en ce moment, nous sommes en mars, bientôt elles vont disparaître. Deux gargoulettes jumelées, symbolisant la fertilité, les deux seins de la dame, la perdrix, la beauté, la féminité kabyle, et puis l'élément viril, les deux serpents. Il y a un autre symbolique aussi. Hein. Et c'est très bien décoré, comme vous pouvez le constater. Les goulots sont décorés, le bas est décoré.
دخل في الصون تاعو هو تما كان الميكرو تاعو اللي كان يكابتي الصون تاعك داكور. تما زيدي له شويه برك يجي شويه بعد مع الاخر يكتفي له شويه. هيا ريبوندي انت تاني. C'est le serpent, c'est le protecteur de la maison, protecteur du foyer, protecteur de la famille. Généralement, c'est une vipère. C'est une couleuvre, pardon. C'est une couleuvre. Ce qui explique un peu ces deux ou trois couleurs. Un peu de jaune, un peu de noir, un peu de rouge. On ne la tue jamais. Là. C'est bon. Allez, c'est bon. C'est le lézard. On commence. C'est un chandelier. Il a une forme anthropomorphe. Il symbolise parfaitement le corps humain, mais il faut savoir le lire. Là, vous avez la partie inférieure, le piédestal, les pieds. Vous avez le ventre. La troisième partie, la poitrine. Puis les deux oreilles, les yeux, la tête. Et c'est là où l'on place l'huile et le petit torchon pour éclairer. Le corps humain, il est composé de 4 parties, le piédestal, les pieds, le ventre, la poitrine, les oreilles, les yeux, la tête, le nez. Et ces 2 parties-là ont pour fonction de recevoir l'huile et la petite mèche. Mais il a fertilité lors de certaines fêtes, la circoncision, le mariage, les fiançailles. On place 2 œufs, un de chaque côté, au milieu de l'élément viril du sexe masculin. Et ici, en fait, ce n'est pas de la poterie noire, ça n'a rien à voir avec la poterie non, noire. Pas du tout. Pas du tout. Ça a été déjà utilisé, probablement dans une vieille maison pleine de suie. Et comme vous pouvez le constater, elles ne sont pas décorées. Alors, Timimoun, par contre, produisent de la poterie noire. D'accord. Comme quoi, même le charbon, si, c'est de la suie de bois, hein? Ah, d'accord. Oui, sur le foyer. Le canoun, c'est sur le canoun. D'accord. Oui. Et là, qu'est-ce qu'on va voir? Nous allons voir quelques poteries votives. Nous pouvons descendre. D'accord. Ok. Ça, c'est le cruche pour l'eau. Oui, pour battre le lait. Il n'y a plus de vaches en ce moment, hein, donc c'est pratiquement, ça disparaît. Donc directement, après j'ai une question à vous poser. Ah, on va parler du musée directement. Vous avez ici 2 poteries votives. Nous les plaçons généralement sur les tombes des défunts. Vous savez que les morts sont lavés à la maison. Les hommes sont lavés par les hommes et les femmes sont lavées par les femmes. Et lorsque l'eau tiède n'est pas entièrement utilisée, le reste n'est pas déversé n'importe où. On le place sur la tombe du défunt ou de la défunte jusqu'au 40e jour. Et après, évidemment, plus personne ne peut y toucher. Elle devient sacrée. Sinon, si quelqu'un la prenait, il aurait un malheur à la maison. Et parfois, lorsqu'il y a du vent, ça siffle. Et les potières ont décidé de pratiquer une ouverture ici pour éviter les sifflements, afin de ne pas faire peur, paraît-il, la nuit aux enfants ou bien aux passants qui emprunteraient les cimetières. Or, cette pratique est attestée chez les Carthaginois il y a plus de 2500 ans. On alimentait, on abreuvait les défunts à 2 mètres de profondeur à l'aide de tubes en plomb. Et les dames qui pratiquent ce trou ici ignorent que les Carthaginois, les Phéniciens, leurs ancêtres faisaient exactement la même chose, mais pour d'autres fins. Celle-ci, elle est toute neuve, elle n'est pas encore utilisée. Alors celle-ci, la dame l'avait préparée
pour sa femme. وي هضر وهي يجوز. يجوز كي يحبس C'est exact. Durant la décennie noire, pratiquement tous les cimetières de cette région-là, c'est-à-dire des fils Noumelil, ont été visités et les islamistes les ont détruites, les considérant comme haram et que l'on ne devrait pas s'adonner à de telles pratiques. Ce qui fait Qu'ils que... considéraient païennes. Païennes, donc il fallait tout détruire. Il fallait laisser la tombe nue. Vous savez que il n'est pas accepté de les fleurir ou bien de les marbrer ou de leur donner un tout autre aspect, autre que celles qui sont définies par eux-mêmes ou par les gens du culte. Ce qui fait que maintenant, ce sont pratiquement les dernières poteries. J'aurais aimé classer monument national un grand cimetière de la région de Tizernif. Malheureusement, il n'en reste plus. Alors, la plus vieille pièce ici date de combien d'années? Pardon? La plus vieille pièce ici date de combien d'années? Le coffre, par exemple, il doit avoir certainement 2 siècles et demi, 3 siècles. Les vieilles lampes à huile, certainement 2 siècles, pas plus. Sinon, les autres, c'est la fin du 19e et puis la première moitié du 20e siècle. À partir des années, depuis l'indépendance pratiquement, les potières ont diminué leur production et puis ils ont changé d'habitat et tout est emporté par la destruction des vieilles maisons. Là, on voit quand même des pièces qui révèlent un savoir-faire ancestral, exclusif aux femmes, toute une mémoire... qui n'est plus transmise. Qui n'est plus transmise, exactement. Un projet de musée s'impose aujourd'hui, c'est votre projet, et à travers lequel vous aspirez quand même de trouver donc, des mécènes ou des gens qui vont soutenir la possibilité d'ouvrir un musée dédié à la poterie de Kabylie. Toutes les grandes nations du XVIIIe et du XIXe siècle ont bâti leur identité, leur nationalité sur leur patrimoine matériel et immatériel. Il n'y a pas une grande nation, notamment occidentale, qui n'ait pas de très grands musées, qui fassent la synthèse de leur identité nationale, de leurs identités régionales. C'est ce qui manque à l'Algérie. Nous sommes pratiquement des zombies, sans aucune identité. Il n'y a pas un seul musée en Algérie qui retrace notre propre identité régionale, nationale, africaine et méditerranéenne. Mon ambition, c'est de créer, avec l'aide des pouvoirs publics ou d'un mécène, un musée où nous pourrions exposer une partie de notre identité nationale, matérielle et immatérielle. Espérons que nous allons voir ce projet, nous allons voir cette mémoire exposée dans un musée. Je vous remercie, M. Dahmani, de cette visite et puis de nous avoir ouvert les portes. Merci à vous aussi, de l'intérêt surtout que vous avez porté à ce patrimoine qui est en voie de disparition. Merci beaucoup. Merci. Et à bientôt, Inch'Allah. Merci. Au revoir, madame. Au revoir. Notre fois.